Roi Ramsès II, Usermare, Setepernre, régna de 1304e à 1237e avant Jésus. Il compte parmi les rois les plus connus de la Gizeh dynastie. Suivant les traces de son père Seti, il gouverna l'Égypte pendant 66e ans, construisant plusieurs temples et structures qui immortalisèrent son nom pour l'éternité. Il partageait le règne avec son père Seti, selon un texte trouvé sur l'un des murs du temple de son père à Abydos. Ramsès II a ignoré ce règne partagé et a vu le début de son règne comme venant du moment où il a accédé seul au trône d'Égypte à la mort de son père. Suite au décès du prêtre Nebnetru, membre d'une famille thébaine, Ramsès II fut contraint de nommer un nouveau grand prêtre de la divinité Amon au début de son règne. Le ministre du roi Seti était son fils, Pasé. En raison de son intelligence, le roi a évité de donner à cette famille thébaine influente plus de pouvoir et d'influence dans l'État en ne nommant aucun membre à ce poste religieux important. Au lieu de cela, il nomma Nebouenenef, un prêtre de la ville de Tinis, proche d'Abydos, comme grand prêtre du dieu Amon-Ateb. Il a été choisi pour le festival Opet, qui a lieu chaque année dans le temple de Lukhor sous la direction du roi au pouvoir, avec la bénédiction de la divinité Amon. Nebouenenef nous a laissé le récit de sa vie dans sa tombe, en 157e, située au cimetière d'Ara, Abu el-Naga, à l'ouest de Thèbes. La capitale a été transférée par Ramsès II dans une colonie au nord du delta qu'il a baptisée Père Remesu, ce qui se traduit par la demeure de Ramsès. Certains égyptologues et experts pensent qu'il l'a fondée sur les ruines de la capitale Ixo d'Avari, située à 19e kilomètre au sud de Tanis. D'autres, en revanche, soutiennent que la ville de Tanis, qui fut la capitale de la Héside dynastie, fut construite sur les ruines de la ville de Père Remesu. La ville de Tanis est actuellement Saint-Nalajar, située dans la Charkiya, au nord-est du delta. Les nombreux objets archéologiques découverts dans cette ville, dont la plupart remontent à son règne, peuvent en être la preuve. Au début de son règne, le roi Ramsès II s'engagea dans le combat contre les Chardana, un groupe de peuples de la mer qui donnèrent plus tard leur nom à la Sardaigne et qui devinrent leur patrie. La deuxième année du règne de Ramsès II est enregistrée sur une stèle découverte à Tanis, qui déclare que ils sont arrivés sur des navires de guerre du milieu de la mer et que personne n'a pu les repousser. En conséquence, Ramsès II fut probablement contraint de les combattre dans l'un des estuaires des bras du Nil, où il battit et tua beaucoup d'entre eux, forçant les autres à se rendre. Il les captura donc comme prisonniers de guerre, et ils rejoignirent plus tard son armée comme soldats. Au bout de 2 ans, lorsqu'il fut certain de leur fidélité, il les ajouta à sa garde particulière, et nous les voyons avec des casques à cornes, des boucliers ronds et d'énormes épées. On sait que Ramsès II a été contraint de combattre les Libyens lorsque ceux-ci ont commencé à avancer sur les frontières occidentales de l'Égypte à cause d'inscriptions gravées sur une stèle de son règne découverte près d'elle à la main. Ramsès II y construisit une fortification pour protéger les frontières occidentales de l'approche des Libyens. Ramsès II a adopté une politique de défense des frontières de son empire en Asie après le retrait du Chardana du delta au nord et des Libyens à l'ouest. Il a lancé une opération militaire qui a atteint Nar al-Kalb, au nord de Beyrouth, au cours de la 4e année de son règne. Il a réussi à prendre le contrôle de Nar al-Kalb, considérée à l'époque comme l'une des routes les plus cruciales pour l'acheminement de différents types d'équipements vers le pays depuis la mer Méditerranée, en s'emparant de la côte de la royaume d'Amurru. Là, sur une stèle rocheuse portant son nom, Ramsès II nous a laissé une trace de cette victoire. Suite à cette opération militaire, le prince du royaume Amurru, royaume sur lequel l'Égypte et le royaume hittite se disputaient sa souveraineté, appelé Bentezina, rejoignit l'Égypte et ne se soumit pas aux menaces du monarque hittite Muwatalli. L'un des facteurs qui ont poussé le roi hittite, Muwatalli, à rassembler une grande armée en coalition avec plusieurs autres pays étrangers dans le but de détruire la puissance égyptienne en Asie a été l'entrée du royaume, Amurru, du côté égyptien. Après avoir appris cela, Ramsès II dirigea une armée contre le monarque hittite et ses alliés au cours de la 5e année de son règne. Ramsès II ordonna que la célèbre bataille de Kadesh soit représentée de manière très détaillée sur les murs et les façades de la majorité des temples construits sous son règne. Les événements sont représentés en mots et en images sur le pylône du temple de Lukhor, sur les murs des temples de Karnak et d'Abydos, sur le Ramesseum, un temple commémoratif situé sur le continent occidental de Thèbes, et enfin sur les murs de son énorme temple creusé dans la roche, également appelé le Grand Temple d'Abou Simbel. Les détails de cette bataille nous sont également connus grâce à un document écrit sur l'un des papyrus. Après avoir divisé les 20 000 soldats et chefs en 4 armées, Ramsès II donna à chaque armée un nom dérivé des noms des principaux dieux égyptiens, Amon, Ré, Beta et Set. L'armée a marché vers la vallée de l'Oronte depuis le Liban. 2 espions bédouins envoyés par le roi hittite Muwatalli pour surveiller les mouvements de l'armée égyptienne y furent capturés par les soldats égyptiens. Ils ont réussi à tromper le commandement militaire égyptien avec des aveux fabriqués de toutes pièces selon lesquels ils s'étaient mis d'accord avec le monarque hittite, suggérant qu'ils avaient reçu une formation à de telles tactiques. Après les violents passages à tabac,
Ils ont reconnu que le monarque hittite s'était retiré à Alep avec son armée après avoir appris la marche des soldats égyptiens. En revanche, les armées égyptiennes s'attendaient à un piège pour détruire le roi Ramsès II et son armée, tandis que le monarque hittite et ses 500e chars de guerre, transportant chacun 3 soldats, étaient dissimulés derrière la ville de Kadesh. Après avoir entendu les aveux des 2 espions, Ramsès II n'a pas suivi le protocole et a demandé à ses agents de renseignement de confirmer ce qu'ils avaient dit. Au lieu de cela, il chargea devant l'armée d'Amon pour tenter de rattraper les armées adverses avant qu'elles ne puissent le rattraper. Le roi hittite et ses soldats étaient cachés derrière les collines du côté nord-est, ce qui leur permettait de faire un détour jusqu'à atteindre le sud. Mais il l'ignorait lorsqu'il traversa l'Oronte et installa son camp avec sa garde personnelle et les armées d'Amon au nord-ouest de Kadesh. Ils attaquèrent et dispersèrent la 2e armée, l'armée de Ré, dès qu'elle commença à traverser l'Oronte. La désintégration des forces de Ré et d'Amon fut grandement facilitée par cette attaque inattendue, et Ramsès II fut surpris lorsque ses armées se dissolvèrent et que seule sa garde personnelle resta avec lui, d'autant plus que la 3e armée de Ptah et la 4e armée de Seth étaient éloignées de lui. Lorsqu'il s'est retrouvé tout seul, il a prié la divinité Amon et a pu, grâce à son courage et avec l'aide de son entourage, réussir à survivre. Ses gardes spéciaux ont pu rassembler les restes de son armée dispersée, créer un fossé entre les soldats ennemis hittites et sauver la majorité et la majeure partie de son armée. D'autant qu'au même moment une force militaire composée de jeunes arrivait et le rejoignait, le conflit basculait et tournait en sa faveur. Cela pourrait être dû au fait que les guerriers hittites de l'ennemi étaient occupés à piller les camps égyptiens. Quoi qu'il en soit, la bravoure du roi égyptien lui a permis de protéger son armée d'une mort certaine, ruinant ainsi la ruse et la stratégie des ennemis hittites. Le monarque hittite écrivit alors à Ramsès II pour lui demander pardon et accorder à ses sujets la brise de la vie, selon les archives égyptiennes. Après avoir consulté ses officiers, Ramsès II décide d'accepter la soumission de l'ennemi hittite. Il partit et retourna en Égypte sans ajouter la ville fortifiée de Kadesh à son empire. Du point de vue des textes égyptiens, c'est le cas. La perspective hittite est conservée sur des tablettes d'argile découvertes à Bogaskoy, en Anatolie. Il est écrit en écriture cunéiforme. Il raconte la défaite égyptienne et les soldats du roi hittite poursuivant les arrières de l'armée égyptienne jusqu'à Damas. Étant donné que certains historiens privilégient l'histoire hittite tandis que d'autres penchent vers la version égyptienne, les historiens peuvent se retrouver tiraillés entre les 2 histoires. Concernant les événements des batailles militaires qu'ils racontent dans leurs textes, il est normal que les rois hittites et égyptiens préservent pour eux-mêmes leur réputation, leur dignité, leur prestige et leur honneur. L'une des choses qui ont poussé Ramsès II à tenter à nouveau de reconstruire l'empire en Asie fut la bataille de Kadesh. Au cours de la 8e année de son règne, il réorganise son armée et lance une expédition militaire en Syrie et en Palestine dans le but de réprimer les soulèvements et de ramener la stabilité dans le pays. Le conflit égyptien et hittite s'est poursuivi jusqu'à ce que les 2 parties parviennent à la conclusion que la paix leur bénéficierait davantage. En conséquence, ils parvinrent à un accord connu sous le nom de bonne sécurité et fraternité, dont attestaient les dieux hittites et égyptiens. Les textes égyptiens écrits en écriture hiéroglyphique sur l'un des murs du complexe de Karnak et les textes cunéiformes sur 2 tablettes d'argile découvertes à Bogaskoy nous fournissent les détails de ce pacte. La création d'une alliance offensive-défensive entre le roi Ramsès II d'Égypte et le roi Hattusiliki des Hittites fut peut-être la conclusion la plus significative du traité. Il explique également comment les réfugiés d'un pays à l'autre devraient être traités lorsqu'ils rentrent chez eux en tant que citoyens plutôt que comme criminels. Suite à cela, les rois des 2 pays ont commencé à s'écrire des lettres amicales. À cette communication ont également participé la reine Pudukeba, épouse du roi hittite Hattusiliki, et la reine Néfertari, épouse du roi Ramsès II. De plus, Hattusiliki a rendu une visite amicale à l'Égypte. Il semble que le souhait de Ramsès II d'un mariage diplomatique avec la fille de Hattusiliki, réalisé au cours de la 34e année de son règne, ait été l'un des moteurs de cette correspondance. Le roi ordonna que cette joyeuse occasion soit commémorée sur plusieurs stèles et en de multiples endroits. Les traces de ce mariage se trouvent sur les murs des temples de Karnak et d'Abou Simbel. Les textes affirment que la fille du roi hittite avait un beau visage qui la faisait ressembler à une déesse. Sa beauté a gagné l'amour éternel du roi, et il lui a donné le nom égyptien, Mahor-Neferure, que certains ont interprété comme Mahor-Nefer. En conséquence, les 2 rois se sont unis en un seul cœur comme des frères et les 2 pays ont brièvement connu la paix. Après 30 ans de règne, Ramsès II célébra le premier jubilé, Ebsed, qu'il réitéra la 34e année. Au cours de la 37e année de son règne, il la célébra pour la 3e fois. Il continua à la célébrer jusqu'au 11e jubilé de la 61e année de son règne. Avant de mourir, il aurait peut-être célébré le 13e jubilé. Les scènes du temple Wadi el-Sebwa en Nubie révèlent également que Ramsès II eut plus de centièmes descendants. Cela pourrait être dû à la quantité de ses éléments légitimes ou secondaires illégitimes. L'un de ses fils les plus connus était peut-être le prince Kamoa,
qui s'intéressait à la restauration d'antiquités et était prêtre de la divinité Ptah, et le prince Mérenptah, qui lui succéda sur le trône. Grâce aux temples, sanctuaires, statues et stèles qu'il a construits à travers l'Égypte, Ramsès II a atteint l'immortalité. Nous faisons référence à la partie avant du temple de Luxor et à la façon dont elle continue la salle hypostyle du complexe de Karnak. Ces temples sont situés en Nubie et à Abydos. Le plus connu d'entre eux est peut-être le grand temple d'Abou Simbel, consacré à Amon, Ré et Ptah, ainsi qu'au roi déifié Ramsès II lui-même, et le plus petit temple d'Abou Simbel est consacré au culte de la déesse Hathor et la reine déifiée Néfertari. Cela s'ajoute au temple commémoratif qu'il a nommé Ramessum et qui est situé sur le continent occidental de Thèbes. Non compte de tout cela, Ramsès II usurpa de nombreuses statues et y immortalisa son nom. Bien que sa momie, découverte dans la cage de Der el-Bahari et actuellement exposée au musée égyptien, n'ait pas été découverte dans le tombeau que Ramsès II a fouillé dans la vallée des rois. Quant à son épouse, la reine Néfertari, elle a été enterrée dans son célèbre tombeau situé dans la vallée des reines de Thèbes occidentale.